On va accueillir avec nous ce soir notre cher ami Doc Marmotte. Bienvenue à toi. Salut à tous, salut Anto. Salut à toi. On a également avec nous ce soir Gabin et Arthur, si je prononce correctement. Salut tout le monde. Bienvenue à vous. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Magnifique. Super. Arthur, je crois qu'on t'entend un petit peu plus doucement. J'ai contrôlé le son de mon côté. Je vais regarder. Comme ça, on va vous vérifier après aussi avec le chat si tout fonctionne correctement, si le son est bon pour tout le monde. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir du monde avec nous ce soir sur le live. Bienvenue à vous. Doc Marmotte, tu n'as pas besoin de faire une présentation de toi-même ce soir parce qu'on te connaît déjà. Et puis pour ceux qui ne te connaissent pas encore, au pire, il y a ton Twitter et puis il y a également les autres vidéos qu'on a fait déjà aussi ensemble. Et puis on va sûrement t'entendre poser quelques petites questions ce soir. Par contre, est-ce qu'on dit Gabin, c'est ça? C'est correct? Ouais, c'est ça. Gabin, magnifique, super. Est-ce que Gabin et Arthur, avant qu'on parle un petit peu plus de Demos Ventures, est-ce qu'on peut déjà avoir une petite présentation de qui êtes-vous? Et puis qu'est-ce que vous faites dans le milieu du Web3, projet crypto et pourquoi? Ok, je vais peut-être commencer pour la présentation. En gros, nous, on est deux software engineers de base. On développait pas forcément dans Web3. On a eu une carrière dans des boîtes tech assez classiques. Et en fait, on est amis depuis pas mal d'années. On était à l'école d'ingénieurs ensemble. Et en gros, on a commencé Demos, donc notre projet de Web3 en septembre. Et en gros, nous, on avait en tête de démocratiser l'investissement dans les startups depuis les cryptos à des gens, à des particuliers. Parce que pour le moment, en fait, l'investissement dans les startups, il est un peu, on va dire, réservé à une élite. Disons que les tickets minimums pour investir, c'est de l'ordre de 10 000 euros. Et il faut faire partie de réseaux. Enfin voilà, donc c'est pas vraiment accessible. Et donc on essaie de tokeniser tout ça et de le rendre accessible à tous. Donc, magnifique. C'est notre mission. Super, la classe. Arthur, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouais, globalement, après on est quasi très aligné avec Gabin là-dessus. C'est vraiment une des valeurs qu'on a, c'est vraiment de démocratiser pour le coup le venture capital qui est pas du tout démocratisé pour l'instant parce qu'il y a aucune personne qui n'a d'intérêt à le démocratiser, on va dire, jusqu'à maintenant. Et même si nous, c'est plus par idéologie aussi qu'on a envie de faire ça, parce on était nous-mêmes des gens qui avions envie d'utiliser notre solution et d'investir dans des projets à la Notion avec des produits sympas ou d'autres types de projets. Enfin, en fait, c'est vraiment des projets qui sont portés par des startups qui sont disponibles aux particuliers, donc B2C en majorité, et juste dans lesquels il n'y a jamais de possibilité d'investir parce que on nous propose pas, et c'est juste des rounds de financement qu'on voit passer. Ils ont levé X millions, machin, et jamais c'est proposé à des particuliers. En fait, le moment où ces offres-là arrivent pour des particuliers, c'est quand ça rentre en bourse et donc que l'entreprise a une croissance qui diminue un petit peu par rapport à sa croissance initiale. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on veut démocratiser l'accès à des boîtes early stage, en fait. Ok, magnifique, ouais, super. Je pense j'ai déjà pas mal de questions en tête, mais avant qu'on parte sur mes questions à moi, Doc Marmotte qui est avec nous ce soir, donc c'est Doc Marmotte qui a aussi fait la mise en relation entre vous et puis Cryptologic aujourd'hui. Donc je vais laisser l'honneur à Doc de pouvoir nous poser peut-être les premières questions qu'il a en tête. Il a souvent des très bonnes questions, donc à toi l'honneur, Doc. Je vais commencer par ma petite traditionnelle. Est-ce que vous pouvez présenter votre projet? On va dire, j'ai 5 minutes pour investir. Il faut que vous me donniez envie en 5 minutes. En quoi votre projet va changer la donne par rapport aux autres? Tu veux y aller, Arthur, ou j'y vais? Vas-y, lance-toi. Ok, donc en gros, pourquoi investir dans Demos à l'heure actuelle? En fait, nous, on considère en fait qu'on est une nouvelle classe, de projet dans le sens où on bridge le gap, on va dire, on fait un pont entre le monde réel et le monde des cryptos. À l'heure actuelle, il y a très très peu de projets comme ça. Il y a Realty que vous avez cité en giveaway, et en fait, nous, parce qu'on pense que les flux financiers vont dans les cryptos à l'heure actuelle, mais que si ça reste dans les cryptos, les use cases sont limités. Et tout l'intérêt, c'est d'utiliser vraiment les innovations liées à la DeFi, etc.,
mais dans le monde réel, en fait, et de l'investir dans des projets qui sont peut-être pas forcément crypto. Ça peut être donc des projets immobiliers avec Realty, mais nous, on veut offrir voilà, une nouvelle classe d'actifs et on pense que ça peut être vraiment game changer, en tout cas, d'être positionné là-dessus. Voilà. On pense que c'est du même type que Realty, quoi, en termes de projet. C'est en fait, on propose une nouvelle classe d'actifs accessible depuis les crypto-monnaies. Intéressant, ok. Je sais pas si ça donne envie d'investir. Mais... Non, c'est intéressant de comparer ça aussi un petit peu avec Realty. C'est vrai que moi, personnellement, je suis Realty maintenant depuis déjà 2019, hein, depuis quasi le début. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a directement plu. Il y a beaucoup de problèmes encore à résoudre de mon point de vue, en tout cas si on regarde ça d'une échelle adoption mondiale. Mais à cause du côté légal, naturellement. Exact. Pardon? Excuse-moi Anthony, c'est quoi les problèmes à résoudre sur Realty? C'est le côté légal, malheureusement. C'est vrai que malheureusement, on peut pas investir, ou en tout cas, ils ne peuvent eux pas acheter des biens immobiliers dans tous les pays au monde et puis tout simplement les proposer à vendre ça à des gens qui habitent partout dans le monde différemment. Typiquement, acheter des biens immobiliers en Suisse et puis après avoir des revenus passifs quelque part par semaine, c'est même pas légal en fait en Suisse. Et donc du coup, en fait, il y a déjà quelque chose à résoudre déjà rien que sur ce côté-là. Et chaque pays, en fait, ils ont leur propre loi, malheureusement, qu'il faut quand même aussi respecter. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail sur le côté légal. Mais après, la tech, elle est là, hein, la tech, elle existe, on peut l'utiliser et on sait très bien de quoi elle est capable. Maintenant, il y a beaucoup de projets qui doivent encore tout simplement bien l'utiliser. Et en tout cas, l'idée que vous avez, moi, ça me plaît beaucoup. Et puis, merci Doc du coup aussi pour la question et puis à Gabin aussi pour la petite présentation rapide. Est-ce qu'on peut avoir peut-être une idée un petit peu plus claire d'un exemple aujourd'hui de quelques projets que vous avez aujourd'hui sur le marché qu'un particulier ne peut pas spécialement investir malheureusement parce qu'ils sont bloqués parce que voilà moi aujourd'hui j'ai 500 euros, j'ai 1000 euros, j'aimerais bien les placer dans un projet et je suis bloqué pour X raisons. Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret par exemple? Ouais. Par exemple, t'as un projet là, ça s'appelle AnimaDID. Et je me demande si c'est pas une token sale. En tout cas, le fondateur est en train de lever en ce moment. Et en fait, il n'y a pas d'ICO en fait. Donc, c'est pas accessible à tous pour le moment. Et donc, comment tu fais pour investir dans ce genre de projet? Déjà, faut savoir qu'il y a une levée qui est en cours. Il faut avoir déjà tout le réseau qui va avec. Donc, voilà. Et deuxièmement, il faut signer des contrats particuliers qui sont des contrats futurs qui vont donner droit à l'obtention de tokens. C'est-à-dire qu'en fait, on achète un produit financier qui donne droit à un futur token qui n'existe pas encore. Et en fait, quand les particuliers ont le droit d'investir, souvent, il y a déjà eu 2 rounds, en fait. Je crois que c'est par exemple Shift où, oui, quand tu fais ton ICO, en fait, il y a déjà eu 2 rounds de financement et donc il y a déjà des gens qui ont fait x3 quand toi, tu viens tout juste de rentrer dans le projet. Est-ce que là, on parle du seed sale et du private sale surtout? C'est ça. En fait, on parle des private sales qui, en fait, je parle des tokens parce que c'est plus tout le monde comprend mieux en fait. C'est-à-dire que avant l'ICO, avant le launch réel, il y a en fait des rounds privés et c'est dans ces rounds privés qu'il y a le plus de plus-value à faire. C'est là aussi où il y a le plus de risques, mais c'est là aussi où il y a le plus de plus-value. C'est là où les valos sont les plus faibles. Par exemple, ça commence généralement à 10 millions de valos fully diluted. Et quand ça arrive au retail, c'est plus proche ça va de 50 à 100 quand on compare vraiment en fully diluted. Donc, accessible que à des gens qu'on appelle des business angels. Je crois qu'il y a... Comment ça marche? On est en train de te perdre, Gabin. Pardon? Ouais, on te perd un tout petit peu, Gabin, malheureusement. J'avais peur que c'était de mon côté, mais on te perd un tout petit peu. Ouais. Du coup, sur le fonctionnement, en fait, du coup, comme disait Gabin, il y a le premier problème qui est, faut avoir le deal, donc faut avoir un réseau qui permet d'apporter ce deal. Donc ça, nous, on permet de le résoudre en du coup faisant une approche de syndication autour d'un business angel qui a un deal flow. Donc c'est une personne qui investit déjà beaucoup dans le venture capital ou dans des private sales de tokens, par exemple. Et en fait, cette personne, elle a la possibilité de partager son deal flow sur Demos Ventures, ce qui permet à des particuliers qui ne connaissent pas forcément cette personne de la suivre dans son deal flow.
un peu un genre de copy trading, sauf que là, en fait, c'est du co-investissement. Donc, typiquement, si on reprend l'exemple dont Gavin parlait de Anima DID, par exemple, il y a une personne qui va investir dans Anima DID, qui va investir personnellement 10 000 $. Et en fait, cette personne, du coup, elle va proposer à la communauté de Demos de co-investir avec elle 40 000 $. Donc, ces 40 000 $ qui vont être, bien sûr, séparés en petits blocs. Ce qui fait que, par exemple, il pourra y avoir une personne qui va venir, qui va dire moi, je vais contribuer à 100 $ sur ces 40 000 $ d'investissement en private sale de tokens. Et du coup, en fait, ça permet de s'exposer à des tokens avant même qu'ils existent, en fait. Donc, justement, c'est là que ça permet de faire plus de profit et de s'impliquer dans un projet beaucoup plus tôt et de le suivre beaucoup plus tôt, en fait, dans le sens où là où quand il y a une ICO, c'est le moment où normalement des petits investisseurs peuvent participer à un projet. Là, c'est vraiment au tout début. En fait, c'est investir en même temps que les VC dans des projets crypto. Alors que normalement, en fait, le moment où il y a l'ICO, c'est quasiment à ce moment-là que les VC se délestent des tokens et c'est là qu'ils arrêtent d'être en position sur des projets et d'avoir soit de l'equity, soit des tokens en fait de ce projet-là. Ok. Et donc il y a un autre problème, juste pour terminer, il y a un autre problème qu'on résout aussi, c'est du coup le ticket minimum, parce que quand bien même une personne aurait le deal flow, en fait, souvent, pour des contraintes légales et de paperasse, en fait, les fondateurs des projets, ils demandent aux gens d'investir un minimum de 10 000 $, par exemple, 10 000 €. Et ça dépend des projets. S'ils sont plus successful, la barrière est plus haute. Enfin, tout dépend. Ce qui fait que, si t'as pas un patrimoine monstrueux et t'as pas des allocations assez dingues, tu peux juste pas contribuer à des projets, en fait. Et c'est aussi ça qu'on permet de résoudre grâce à la syndication, c'est de séparer un gros ticket en plusieurs petits tickets, tout en ce que ça soit, en gardant ça de manière transparente pour le founder, c'est-à-dire que lui, il voit pas quelque chose de différent. Il voit juste qu'il y a un gros ticket qui est pris de 50K qui est pris par un angel. Mais en fait, ce gros ticket, du coup, il est séparé en un ticket personnel pour l'angel et un ticket pour la communauté de Demos. Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, on garde ce ticket pour l'angel, c'est parce que si un angel, donc un angel investor, il fait une offre à nos utilisateurs, on a envie que ses intérêts soient complètement alignés avec ceux de la communauté et qu'ils puissent pas les faire investir dans un projet dans lequel ils croient pas vraiment, qui est un projet de son pote et qu'en fait il récupère l'argent et que ça fasse des gros conflits d'intérêts. Ok, ouais. Super intéressant. Et je pense que, Doc, tu vas sûrement de toute façon pouvoir rebondir puis quelques petites questions, mais peut-être très rapidement. En tout cas, de ma connaissance aujourd'hui, en tant qu'une personne qui fait du contenu dans le monde de la crypto-monnaie, c'est vrai que ça existe déjà, en tout cas, mais pour des gens qui font du contenu. C'est-à-dire, je pense que vous le savez, vous êtes clairement au courant, et puis c'est bien aussi de le dire peut-être pour l'audience aussi, pour typiquement des gens qui sont considérés comme des influenceurs aujourd'hui sur le net. On a beaucoup de personnes sur YouTube ou sur d'autres réseaux. Aujourd'hui, en fait, ils vont pas être payés par des projets, mais ils vont recevoir en fait des allocations, on appelle ça, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir entre 100 jusqu'à 5000 ou peut-être un petit peu plus, même pour des plus gros influenceurs, d'allocations, donc le droit d'investir dans un projet, mais en contrepartie, ils doivent faire de la publicité pour les projets, pour avoir le droit d'investir dans le projet. Mais par contre, ils ont du coup le prix du private. La majorité du temps, c'est du private sale en effet. Donc ça, en fait, c'est vrai que ça existe déjà. On a plusieurs business aujourd'hui qui font le nécessaire avec les influenceurs. Mais par contre, du coup, il faut être influenceur, il faut être quelqu'un qui fait du contenu de la crypto. Là, en l'occurrence, c'est pas ce que vous êtes en train de proposer, si j'ai bien compris. Là, vous proposez à peu près la même chose, sauf que c'est pour une personne particulière, une personne lambda, façon de parler, qui a 200 € puis qui aimerait pouvoir participer en private sale, mais qui n'est pas du tout dans la crypto de base. Du coup, en fait, vous arrivez avec un ticket, vous faites votre gros investissement, mais du coup, vous pouvez aller chercher 500 personnes différentes. Alors, pas 500 du coup, parce qu'on a des contraintes légales. Ok, intéressant. Ouais, en fait, on peut faire des offres qu'à 149 personnes par pays, en fait. Donc 149 Français, 149 Italiens, etc. Après, cette limite, elle varie d'un pays à l'autre en fonction de la législation. Il y a certains pays où, comme tu le disais pour Realty, c'est interdit de faire des offres. En fait, nous, on a cherché à faire un framework qui unifie l'investissement dans les startups et l'investissement dans les private sales de tokens. Donc, on s'est imposé un peu cette limite pour être un peu rétrocompatible pour avoir en fait finalement une application où il y a tous les deals.
Même si on va probablement commencer par des deals Web3 parce que ça fait plus de sens pour tout le monde, l'idée à terme, c'est vraiment d'aller sur des deals Web2 également qu'on tokenise. Mais toujours est-il qu'on sélectionne 149 personnes par pays. Et comment on fait ça? Du coup, on en vient peut-être à notre tokenomics. En fait, on a le Demos, et les gens vont pouvoir staker du Demos sur ce qu'on appelle des fragments. Les fragments, en fait, c'est des tags qui représentent une thèse d'investissement. Donc, hop. Vous auriez un petit graphique à nous partager, peut-être ce sera plus clair en fait pour ceux qui nous regardent. Si vous voulez partager l'écran, vous pouvez, il n'y a aucun problème, au cas où. Je suis pas sûr qu'on ait enfin, c'est dans notre white paper, mais en gros, pour faire clair, c'est un fragment, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple un tag qui dit DeFi et UK. Donc, c'est toutes les startups qui vont faire de la DeFi au UK. Et un autre tag, ça peut être, je sais pas, Play to Earn US. Et en fait, les gens qui veulent s'exposer à tous les deals qui viennent des US et qui sont en Play to Earn, ils vont staker du Demos sur le fragment Play to Earn US. Et ensuite, à chaque fois qu'il y a un deal qui va matcher ces tags-là, automatiquement, les démos vont être utilisés et en fait, ils feront office de sorte de ticket de loterie, un peu comme dans n'importe quel launchpad. Et plus les gens vont staker du démos, plus ils vont avoir de chances d'être tirés dans les 59 personnes. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque deal, on va constituer une sorte de syndicat de personnes, de 149 personnes par pays, qui vont avoir le droit soit d'accepter, soit de refuser individuellement le deal. Donc, ils vont avoir accès à la valorisation. Ils ne vont pas avoir accès à toutes les informations privées, parce que ça poserait des problèmes avec les founders. Mais ils vont avoir en tout cas la possibilité de mettre de l'argent aux côtés de l'angel, aux mêmes conditions que l'angel, qui lui-même investit son propre argent. Donc, l'idée, c'est d'avoir les intérêts alignés pour éviter les conflits d'intérêts. Et les délits d'initiés, surtout. Ok, intéressant, ouais. Bon, moi, j'ai plein de questions, mais Doc, lance-toi. Moi, du coup, j'en avais une tout à l'heure où tu soulevais un point intéressant. Comment vous validez, enfin, comment vous sécurisez le fait qu'un business angel va pas justement se servir, entre parenthèses, de votre entreprise pour investir sur un projet sur lequel il croit moyennement et du coup, lui, mettre une toute petite portion et laisser les particuliers mettre la grosse portion, quoi, pour diluer son risque, tout simplement. Gabin nous a laissé, je crois. Ah, ouais, je voulais dire, je crois qu'il y a eu un petit bug. Mais Voilà, je crois qu'on te rend. Sinon, vas-y, Arthur. Ouais. Du coup, déjà, il y a cette partie-là. Donc, ouais, comme tu dis, du coup, ça lui permet de faire un effet de levier. Donc, potentiellement, il peut diluer son risque. Ouais, c'est tout à fait vrai. Ouais. Mais en fait, nous, on croit qu'on peut développer un système de réputation, en fait, qui fait que chaque angel, en fait, va avoir son track record. Donc, si par exemple, moi, je suis un angel véreux et que je viens et que je ramène que des deals passables, on va dire, en fait, les gens vont rapidement se rendre compte que mes deals sont pas très intéressants. Et en plus de ça, donc d'un système de réputation, quand du coup des gens placent des fragments placent des démos sur un fragment, donc pour participer à un deal, par exemple, nous, ces démos-là, en fait, ils sont bloqués jusqu'à l'échéance du deal. Et selon la profitabilité ou non du deal, ils vont être donnés en récompense à l'angel ou non. Ce qui fait que selon le deal, si par exemple c'est un deal qui est très demandé par la communauté, si l'opportunité qui est amenée par l'angel pour ce deal-là n'est pas extrêmement profitable, lui, il ne récupérera pas cette partie qui est une incentive en plus et qui peut lui permettre d'augmenter sa rentabilité sur son placement à lui, juste sur son ticket à lui personnel. Okay. D'accord. Donc, pour être sûr d'avoir bien compris, les démos qui sont stackés par les particuliers, si l'affaire que le business angel rapporte est bonne, c'est lui qui récupère aussi une partie des démos qui ont été stackés, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et du coup, question bête, mais il récupère quoi en compensation des démos? Parce qu'admettons, vous avez un critère. Admettons, je mets 100 € de démos, moi, demain. Je sais pas, l'affaire fructifie bien. Ça me rapporte 200, ça fait x2 ou ça fait x3, peu importe. Lui, il récupère les démos, mais moi, est-ce que je récupère la valeur de ces démos-là aussi, ou est-ce que je récupère juste les bénéfices que lui aura rapportés? En fait, l'idée, c'est que les démos, c'est vraiment qui permettent de débloquer
l'accès à l'opportunité, en fait. Un peu comme pour les launchpads, notamment. Donc, là, c'est des mots, ce qui fait que tu montres un intérêt pour un secteur ou pour une entreprise en particulier. Et c'est vraiment ça, en fait, qui te permet c'est pas vraiment, c'est pour ça que j'ai pas dit staking tout à l'heure. C'est pas vraiment du staking, c'est plus, on place ces mots-là, on les bloque, en fait, dans un fragment. Et si une opportunité arrive et que tu es sélectionné pour cette opportunité, alors tes démos sont utilisés pour te donner accès à ce guide-là. Ok. Je suppose aussi, si je peux me permettre, le Demos, le token Demos sera de toute façon un token qui sera également volatile, donc ce sera pas un stable token. Quelle est on va dire la sécurité pour les gens quelque part, parce que c'est vrai que du coup, pour pouvoir participer en tant que particulier, puis demain je veux commencer à investir 200 € par projet en espérant que je vais être choisi. Je vais devoir du coup posséder quand même des tokens. Quelle est la valeur à peu près pour se rendre compte un petit peu peut-être pour les gens, quelle est la valeur qu'il faut posséder en token pour pouvoir calculer un tout petit peu le risque aussi derrière, pour avoir la chance d'être... Est-ce que c'est vraiment calculé voilà, moi je suis une personne, je possède pour 10 000 € de Demos token. Est-ce que j'ai de toute façon toujours accès tant qu'il y a tous les autres, ils ont beaucoup moins que moi. Et puis est-ce que je peux faire en sorte d'avoir 100 wallets différents avec 5 000 € de Demos, et donc du coup je vais avoir 100 comptes qui vont pouvoir participer avec une allocation dans les projets. Comment ça se passe un petit peu? Ouais, c'est intéressant parce qu'on a vachement étudié cette question de justement comment on sélectionne, en fait, quel est le rapport entre le nombre de démos que tu vas placer et la chance que tu as d'être tiré au sort dans le deal. Et pour le coup, vu qu'on fait des security tokens, on n'est pas permissionless et donc il faut faire un KYC. C'est notamment aussi le cas sur les plateformes d'ICO parce que les nouvelles réglementations font que c'est obligatoire, même si c'est des coin offerings de utility token. Mais donc ça, c'est un peu la partie qui peut réfréner certaines personnes qui aiment bien tout ce qui est permissionless. Mais pour le coup, il y a un avantage avec ça, c'est que on peut être certain que une personne a un seul wallet. Et donc, on peut faire par exemple, considérer que plutôt que un démos te donne une chance, deux démos te donnent deux chances d'être tiré au sort, etc. Nous, on a un modèle qui est plutôt logarithmique, ce qui fait que par exemple, si tu as 2 fois plus de démos qu'une autre personne, t'as pas 2 fois plus de chances d'être tiré au sort qu'elle. Tu as 1, quelque chose fois plus de chances d'être tiré au sort. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça donne quand même des incentives à mettre le plus de démos possible pour être tiré au sort. Mais en même temps, ça garantit une sorte d'égalité des chances dans le sens où même si une personne a un démos, elle a quand même une chance qui sera pas 1000 fois plus petite qu'une personne qui en met un million. Je pense que ce serait intéressant, je ne sais pas si c'est sur le white paper, mais de connaître le plafond et de savoir du coup exactement jusqu'à où est-ce qu'une personne aura fois combien de chances de plus est-ce qu'il peut aller. Est-ce que c'est 10 fois plus de chances? Est-ce que c'est limité à ça, ou est-ce que c'est limité à un certain point ou pas? Je pense que c'est des questions qui peuvent être souvent reposées parce que j'ai vu aussi là justement sur le chat une personne qui disait, Loulou qui disait, faudrait un Demos qui soit un stablecoin. Et je pense qu'en effet, c'est une question de sécurité. Je pense qu'en fait, le projet, et rien que de mon point de vue très rapide comme ça, et je connais pas grand-chose encore actuellement, mais ça m'a l'air super intéressant et que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Après, la token economics, de nouveau, je ne la connais pas, donc je peux pas la juger. Mais c'est très intéressant en tout cas comme truc. Du coup, ce que les particuliers investissent, c'est seulement au travers du Demos token? Non, oui, ok. Peut-être c'est aussi pour ça qu'il y a une confusion. C'est qu'en fait, du coup, les particuliers, ils vont investir en stablecoin. Donc, oui, ok, d'accord, je comprends du coup même la question dans le chat. En fait, l'idée, c'est que les particuliers investissent, tout le monde investit en stablecoin, donc probablement en JE Euro, en Jarvis, en stablecoin Jarvis, ou en stablecoin Angle, ou en USDC, peu importe. Et en fait, le Demos, c'est quelque chose qui vient à côté. C'est-à-dire que pour, par exemple, investir 100 €, 100 JE, il va falloir staker du Demos. Et en fait, ces Demos, c'est juste ce qui permet de donner accès à l'opportunité. Mais après, l'argent qui est investi, c'est pas du tout les Demos. L'argent qui est investi, c'est les stablecoins qui sont apportés à côté. C'est comme un launchpad. Exactement. Okay. Donc en fait, on s'est beaucoup inspiré des launchpads, et du coup, c'est juste qu'on fait un launchpad pour des projets pré-token ou pré-IPO pour des entreprises traditionnelles
plutôt equity, on va dire. Très bien, ok, intéressant. Donc en gros, les démos, ça va être juste, si on veut vulgariser ça un petit peu pour tout le monde, ça va être comme des tickets de loterie. Et donc plus on a de tickets de loterie, il y aura 149 tickets qui seront élus. Et donc du coup, enfin je veux dire, c'est un petit peu comme si on prenait plein de tickets pour jouer au loto, ça ne nous garantit pas spécialement d'avoir plus de chances que tout le monde de gagner. On en a juste effectivement un petit peu plus, mais par rapport à la sélection algorithmique, on va dire, voilà, des boules, comment elles sont triées pour le loto, quoi. C'est un peu le même principe, c'est ça. Ouais, Et c'est ça, exactement. une fois qu'on a été élu, là, du coup, on peut dire, bah, c'est bon, moi j'ai un ticket gagnant et je veux mettre 100 euros, je veux mettre 200 euros, etc., quoi. Et après, ouais, même du coup, pour la sélection du ticket, il y a aussi quelque chose qu'on fait qui empêche quelqu'un, par exemple, qui a énormément d'argent de prendre tout le ticket. Donc, par exemple, si on a un ticket à allouer aux utilisateurs qui est de 10 000 dollars, comment on choisit si on a 100 personnes qui nous amènent 1000 dollars, comment on choisit à qui on alloue quoi? Est-ce que c'est le premier arrivé, le premier servi, un genre de shotgun, ou est-ce que c'est celui qui a le plus d'argent, il prend proportionnellement à l'argent qu'il a une part du ticket? Enfin, il y a pas mal de questions. Et là, c'est pareil, on utilise un modèle plutôt logarithmique qui fait que même si on vient avec 100 euros et qu'il y a une personne qui vient avec 1 million d'euros pour au final rentrer sur un ticket de 10 000 euros, la personne avec 100 euros, elle gardera un ticket qui est non négligeable par rapport à ce qu'elle apporte, en fait. Pour aussi, le but, c'est d'amener des particuliers à investir. Donc, si on vient avec 100 euros et qu'on investit 1 euro dans un ticket de 10 000 euros, c'est pas très intéressant. Donc, on essaye aussi de garantir une équité à ce niveau-là, qui est dans la sélection du ticket. Si par exemple, il y a une offre sur laquelle il y a vraiment énormément de personnes qui ont envie d'investir, il y a probablement même des gens qui sont déjà des business angels qui risquent de venir sur cette offre-là parce qu'ils n'ont pas eu ce deal via le circuit traditionnel. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est pas parce qu'ils viennent là et qu'ils ont beaucoup d'argent qu'ils auront forcément plus d'allocations, in fine. Ok, top. Ça me fait, si je peux vite te dire, ça me fait tout de suite penser que ça pourrait être intéressant pour vous de vous intéresser peut-être au proof of concept de Humble Log Ball. Je ne sais pas si vous connaissez. Projet français aussi qui a créé un proof of concept qui s'appelle le proof of entry. Et c'est beaucoup basé justement sur tout ce que vous dites. Donc, chaque entrée est très importante. Donc, une personne qui vient avec 1 euro compte réellement dans le concept et c'est une personne importante. Une personne qui vient avec 1 million est une personne aussi très importante, mais c'est pas calculé juste en fois 1 million du coup de plus. L'entrée est très importante. Et donc là, vu que vous voulez vraiment mettre en avant un participant, c'est une personne qui a une chance de pouvoir être tirée au sort. Je pense que le concept peut être très intéressant pour votre projet. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Humble Log Ball. Puis je peux même vous mettre en relation avec Tony de CEO si vous voulez. Moi, j'ai pas mal de questions. Pour vulgariser le truc. Pardon? J'ai même fait une petite vidéo pour vulgariser leur concept. Oui, juste, exactement. Le principe d'équité est vraiment super, quoi. Et exactement. Et je considère beaucoup plus je propose plus d'aller regarder la vidéo de Doc que de regarder les interviews que j'ai fait avec Humble Log Ball parce qu'on en a fait beaucoup trop et ça prend beaucoup trop de temps. Mais en effet, Doc, il a fait un très bon résumé dessus. Moi, j'ai pas mal de questions, mais Doc, je te laisse quand même un petit peu l'honneur. Hésite pas à poser encore pas mal de questions parce que je pense que t'as 2-3 petits trucs encore en tête. Moi, j'en ai toujours, tu me connais. Du coup, au niveau de votre tokenomique, vous avez prévu que ce soit, parce que vu que les tokens vont être redistribués aux business angels derrière, quand ils rapportent des bons coups, si j'ai bien compris, ça va être quoi? Un token qui va être capé? Ça va être un token qui va être créé en fonction des événements et qui va être ajouté à une liquidité? Vous allez le gérer comment, cette partie-là? Ouais. Du coup, déjà, il va être capé, donc ce sera un hard cap. Donc on avait dit qu'il y en aurait 1 milliard. Bon, après, à la limite, peu importe le hard cap, juste savoir qu'il est hard cap, ça définit déjà quelque chose. Et donc l'idée ensuite, c'est que les utilisateurs vont pouvoir en recevoir au début via un liquidity mining programme et des airdrops assez classiques. On va distribuer plus de la moitié de la supply à la communauté et aux utilisateurs au début pour éviter qu'il y ait des whales et des gens qui aient vraiment trop de démos. Bon, après, en gros, l'idée du coup, c'est que
une fois que les démos ont été stakés et qu'ils ont été, par exemple, utilisés pour un deal, à la fin de ce deal, en fait, il va y en avoir une partie qui est reversée à l'angel si le deal a été fructueux et que c'était une bonne opportunité, et une partie qui va être burnée, en fait, pour qu'on ait une supply déflationniste. Et du coup, ça c'est la première chose. Et dans le cas où en fait l'angel n'a pas apporté une bonne opportunité, c'est pareil, il va y avoir une partie qui va être burnée et le reste qui va être rendu aux utilisateurs en pour faire une sorte de dédommagement, même si ça ne compense pas une opportunité qui est pas intéressante. Mais l'idée c'est qu'on veut vraiment pas incentiver ce comportement chez les angels. Donc on incentive beaucoup plus le comportement opposé en plus de tout ce qui est réputation. Et donc, c'est les principaux éléments de la tokenomics, en fait. Est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir le partager? Là, on partage l'écran ou bien elle n'est pas 100% prête? Tu parles des tokenomics? La token economics, pardon. Je suis pas sûr qu'on les dispo là tout de suite. Combien vous allez mettre dans vos poches, on veut tout savoir. Si vous voulez les répartitions, on peut vous donner les chiffres. Oui, L'idée, alors c'est que volontaire. pour Après, je voulais juste voir si c'était possible de pouvoir partager l'écran pour pouvoir le voir visuellement ou si c'est que oralement. Parce que c'est vrai qu'en fait, visuellement, c'est toujours beaucoup plus simple pour les gens de comprendre. Moi, j'en En fait, sur le doc, il y a notre valo qu'on utilise pour la private sale et on n'a pas. Donc, on n'a pas. Je pense avoir compris en live là, mais du coup, on peut expliquer, je pense, Arthur. En gros, il y a 20% pour la team, ce qui nous inclut nous. Il y a, en vrai, je vais le regarder. Arthur, peut-être. Et c'est pas que je veux pas t'entendre, Arthur, qu'on soit bien d'accord. Hein. Pardon, Gabin. Mais en fait, ça coupe un petit peu de ton côté, malheureusement. Donc peut-être qu'Arthur peut nous dire. Alors, du coup, donc pour la team, il y a, team et advisor. Donc il y a 20%, comme disait Gabin. Ensuite, du coup, l'idée c'est que pour les private et public sale, il y ait 25%. Donc ça inclut 2 rounds private, donc 2 fois 5%. Ensuite, une ICO de 10% de la supply et finalement un initial exchange offering et gérer tout ce qui se passe avec les market makers. Donc ça fait 25% purement pour le launch du token et le financement, en fait, le bootstrapping du projet. Et ensuite, les 50% restants, ils sont séparés en deux. Il y en a 40% qui sont en airdrop à la communauté des investisseurs particuliers et 10% qui sont réservés, c'est pas que des airdrops, mais c'est majoritairement un referral programme pour les business angels, pour les inciter à venir au début. Parce que c'est une des problématiques majeures, c'est d'incentiver les angels à venir sur notre plateforme, en tout cas, et donc, voilà, normalement, on est à 100%. Ok. Tu as parlé de market maker. Est-ce que vous avez déjà votre market maker aujourd'hui? C'est pas vraiment fixé. On est encore trop tôt pour pouvoir vraiment décider ça, mais on a déjà discuté avec plusieurs market makers, dont des Français, etc. Et on commence à avoir une idée, mais vu qu'on en est pour l'instant à la première private sale, on n'en est pas encore tout à fait là. Non, c'est encore tôt. On décidera ça plus fermement, je pense, à la deuxième, et quand on aura déjà fait une ICO, que ce sera un peu plus simple à évaluer. Ok. Et du coup, votre token, ça sera essentiellement sur des DEX ou vous allez aussi tenter de le lister sur des CEX? Ouais, du coup, l'idée c'est de donc faire ICO et qu'il soit listé sur des DEX, et ensuite faire sur des échanges centralisés, ouais, tout à fait. Vous n'avez pas encore de piste actuellement ou de contact avec des plateformes centralisées? On a pris des contacts, mais après, ouais, c'est pareil, c'est un truc qui vient un peu plus tard, parce que ça a aussi un certain coût, en fonction des plateformes, en fonction du token, tout dépend de l'attraction du projet, du volume qui est déjà sur les échanges décentralisés. C'est assez, ça dépend vraiment de chaque projet, j'ai l'impression, et les tarifs varient du tout au tout en fonction de l'état du projet. Mais pour l'instant, on n'a rien fixé autour de ça. Ok. Moi, je voulais juste... Ouais, vas-y, Doc. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez prévu un testnet
pour histoire que les gens puissent se faire la main, puissent commencer un petit peu à avoir l'eau à la bouche, se rendre compte de comment ça fonctionne, de voir un petit peu les probabilités qu'ils ont de gagner par rapport à leur taille de portefeuille, etc. Ouais, le truc des probabilités, ça pourrait être intéressant même d'avoir un petit simulateur au moins pour se rendre compte de l'allocation en fonction de la répartition, etc. Donc ça, on n'y a pas pensé, on n'a pas fait encore. Après, pour plutôt qu'un testnet, nous, ce qu'on voulait faire, c'était une espèce d'alpha privé, donc où, du coup, ce serait sur probablement Polygon, et où du coup, tout le monde ne pourrait pas tester, mais au moins, on pourrait lancer notre premier deal parce qu'on a sécurisé un premier deal. Et faire avoir déjà une première boucle d'itération en fait, ce qui est toujours l'étape la plus dure à franchir, mais après ça nous permet d'améliorer le produit, d'améliorer tout le workflow et même notre travail avec les angels. Mais on n'a pas prévu d'alpha, enfin de version test sur un testnet vraiment. Après, nous, on a un testnet, mais c'est pour le dev, quoi. Donc, on n'a pas prévu de donner accès. En fait, on a déployé notre app pour nous sur un testnet, mais on n'a pas prévu de donner accès aux personnes à ce testnet. Parce que ça pourrait être une bonne idée pour les airdrops, par exemple, ça pourrait récompenser les premiers qui vous aident à avoir des retours concrets et à optimiser votre produit, par exemple. Ouais, carrément. Ouais, c'est vrai. Je suis assez d'accord, ouais, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose que les gens ils recherchent de plus en plus, pour être honnête. Ça donne beaucoup de transparence aussi et ça montre justement un tout petit peu l'évolution et puis la stabilité quand même aussi. Parce qu'aujourd'hui vous êtes combien dans l'équipe? Donc aujourd'hui on a 2 personnes. Est-ce que vous êtes que les deux ou est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi derrière? Du coup, on est tous les deux cofondateurs. On a 2 personnes qui travaillent avec nous sur tout ce qui est community management, même si bon, la communauté est encore assez petite, et aussi sur tout ce qui est création de contenu. Et en fait, après, on a pas mal de gens qui attendent qu'on clôture notre levée. Donc là, on est en train de lever des fonds depuis un peu plus d'un mois. En fait, dès qu'on clôture notre levée, il y a pas mal de personnes qui peuvent nous rejoindre, à la fois sur les aspects marketing, legal et aussi technique. Même si on est tous les deux techniques, il faut qu'on puisse aussi scaler une équipe et pour pouvoir développer des features plus vite et aller sur un produit plus complet. Donc on est, ouais, à l'heure actuelle, on est deux cofondateurs et deux personnes qui nous aident en plus de la communauté, quoi, globalement. Ok. Top. Doc, go ahead. En fait, moi, j'ai vu une petite question de Loulou qui était effectivement intéressante. Quand on stack du Demos, par exemple, je stack sur du défi UK. Une fois que c'est stacké, je peux le déstacker quand bon me semble, ou une fois que c'est stacké, c'est stacké. Et il faut que j'attende le résultat du prochain deal qui va tomber, quoi. J'essaye de me rappeler ce qu'on avait Pour le Demos, j'imagine, c'est ça ta question. Dans les fragments? Ouais, c'est ça, ouais. On n'avait pas. Alors, j'ai peur de dire une bêtise, mais en gros, faut là, je me rappelle plus. Je sais pas si on l'a marqué dans le white paper, mais en gros, il faut pas qu'il y ait des incentives enfin, tu sais, des sortes d'attaques où tu stack puis tu déstack et que ça modifie les incentives globales. Du coup, là, comme ça, j'ai pas envie de dire une bêtise. Ouais, parce que ça peut poser des problèmes en fait. Par exemple, si on entend qu'il va y avoir un deal et que du coup, juste on stack des démos par opportunisme, on va dire, par rapport à des gens qui ont une stratégie plus long terme et qui ont prévu depuis 4 mois qu'ils veulent investir en DeFi UK, par exemple. Donc c'est... En fait, je me rappelle, en fait, j'avais dit, j'avais fait un truc en mode, si tu étais resté... En fait, on va favoriser ceux qui stake et qui n'ont pas déstaké, on va dire. En gros, les gens sont libres de reprendre leurs démos. Par contre, la force de tes démos stakées augmente avec le temps. En fait, c'est ça qu'on avait choisi. Ouais, il y a des systèmes incroyables aujourd'hui avec Snapshot où tu peux mettre un système complètement random qui fait par exemple un screenshot dans les 24 heures que personne n'est au courant de quand il sera.
Et si vous êtes en staking, vous êtes considéré comme vous stakez constamment. Et tant que tous les 24 heures, on voit que sur les screenshots, vous voyez qu'en effet, il y a le même wallet est toujours en staking. Il est considéré comme un wallet du coup qui fait du staking constant. Et puis du moment que le screenshot est fait, puis que on est déstaké, à ce moment-là, le wallet est considéré comme une personne qui est sortie. Peut-être qu'il a essayé de sortir et de revenir aussi. Mais vu que c'est du random, c'est très compliqué et quasi improbable pour une personne de vraiment pouvoir profiter du système. Mais ça permet aussi aux gens d'avoir cette liberté justement de pouvoir staker, et que si à tout moment pour X raison ils veulent sortir, qu'ils aient quand même cette liberté. Je pense que c'est quand même c'est super important en effet. Ouais. Du coup là ils pourront le faire, c'est juste que les gens qui ne l'auront pas fait seront favorisés en gros. Ouais, ok, j'aime bien. Top. Ok. Doc, est-ce que tu as encore quelques questions? Là, sur le sujet, là, comme ça, tout de suite, non. Tu as abordé l'équipe. Ouais, du coup, dans l'équipe, par contre, il me manque juste un point. Enfin, il me manque juste un point, c'est la partie. Alors, c'est peut-être pas du coup dans l'équipe, parce qu'on peut aussi avoir des partenaires extérieurs. C'est pour tout ce qui est gestion juridique. Parce que, du coup, là, ça touche pas que la France. Vous touchez tous les pays. Et j'ai envie de dire, ça va être un casse-tête, mais monumental, à gérer tous les aspects juridiques de chaque pays, etc., pour réussir à tout harmoniser. Est-ce qu'il y a un chef d'orchestre? Est-ce que vous avez un cabinet qui vous accompagne et qui est positionné sur plusieurs pays? Enfin bref, comment cette partie-là les gérer, quoi? Normalement, du coup, on a quelqu'un qui nous rejoint dès qu'on clôture notre levée de fonds full-time pour gérer toutes les relations avec des cabinets d'avocats dans chaque pays. Parce que même si l'Europe va tendre à unifier toute la régulation dans tous les pays, pour l'instant, c'est pas le cas, et donc ça pose quand même quelques problèmes. Mais ouais, l'idée, c'est vraiment qu'à terme, en fait, on ait des points de contact dans chaque pays. On n'a pas un cabinet qui est international. Nous, on a fait une analyse juridique pour la France. On sait que ça s'étend à la majorité des pays de l'Europe. Mais c'est pareil, il y a des petites subtilités dans chaque pays. Et après aussi, l'idée, c'est même d'aller au-delà, plutôt Asie et potentiellement US, même si c'est plus compliqué et c'est à plus long terme. Mais du coup, on veut juste avoir un general counsel qui soit dans l'équipe, qui puisse gérer toutes les relations avec tous les différents cabinets d'avocats dans chaque pays. Et c'est un peu la structure qu'on a imaginée d'ici quelques mois, quoi. Ok, intéressant. Je pense que c'est un très bon point aussi, ce que Doc il a quand même mis en avant. En effet, c'est pour les gens, je pense que c'est important vraiment de savoir en effet réellement comment ça fonctionne, parce que quelque part, vous êtes pas vous ne gérez pas les fonds des gens, mais quelque part, l'argent vient quand même sur un wallet qui appartient quand même de l'entité, ou en tout cas de l'entreprise, je suppose. Peut-être qu'il y a un smart contract derrière. Après, il y a des dividendes qui sont également remis en avant, donc il faut quand même être au courant que du moment qu'on investit en tant que private sale, souvent dans un projet dans le monde de la crypto, il y a un TGE, mais il y a aussi du vesting, c'est-à-dire que pendant les prochains 12, 24, 36 à 48 mois, des fois, tous les mois, on va recevoir en effet un petit pourcentage de ces tokens sur les wallets. Donc, ça veut dire que l'entreprise doit envoyer des dividendes et envoyer des tokens de nouveau sur des wallets externes. Des fois, ça fait directement du projet, mais des fois, ça vient de l'entreprise qui fait justement le travail. Donc c'est vrai que sur le côté légal, il y a encore du travail, je pense. Si j'entends en tout cas là actuellement qu'il n'y a pas encore une personne qui est réellement dans l'équipe, et que ça va plutôt être fait avec les fonds du coup levés, si j'ai bien compris. Ouais, et puis il y a aussi tout un travail autour des security tokens, parce que même aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui font des security tokens, enfin d'entreprises ou de projets qui font des security tokens, soit sans le savoir, soit en le sachant, mais en disant que c'est quelqu'un d'inconnu qui a déployé et que du coup il n'y a pas vraiment de personne responsable. Mais pour le coup, nous on peut pas faire ça vu qu'on investit dans des entreprises dans le monde réel, et que c'est un peu trop facile de pouvoir juste dire qu'une personne a déployé le bon contrat au bon moment. Il est pérenne. Donc on essaye de faire vraiment ça avec le régulateur aussi, et en essayant de trouver un cadre légal qui corresponde à la fois aux crypto, mais pas non plus aux security tokens, comme ils les appellent, qui sont en fait des titres financiers et qui ont une régulation qui est pas du tout adaptée au monde des cryptos, en tout cas pour l'instant, quoi. Ok, intéressant, top. Vous êtes basé en France, vous voulez rester en France? Ouais. Et payer nos impôts en France
aussi. Pardon? Et payer nos impôts en France aussi. Ouais, voilà, exactement. Exact. Ouais, on se rend compte qu'il y a aussi d'autres projets qui préfèrent aller ailleurs et c'est pas forcément d'ailleurs pour la fiscalité, c'est aussi pour des problèmes légaux et Bien sûr. typiquement même Realty, ils sont basés, c'est des Français basés aux US qui font des offres à des Français. C'est marrant, mais Ils sont canadiens, hein, le fondateur. Ouais. ok. Mais Ouais. c'est juste que ouais, du coup, finalement peut-être qu'on n'a pas choisi la solution la plus simple, mais Mm. après c'est aussi cool d'essayer de faire ça dans son pays directement. Mhm. En tout cas, ça avance plutôt bien, je pense, la France, en effet. Ouais, finalement, même si on pense que c'est peut-être pas non plus le meilleur des pays, en Europe, c'est un des meilleurs pour faire notamment ce qu'on veut faire, des security token offering et tout ce genre de choses, parce qu'on est ceux qui avons le plus d'exemptions jusqu'à l'heure actuelle, donc Mhm. ça reste quand même vraiment un bon endroit pour commencer même pour nous. Tout à fait. Et donc, du coup, vous serez, vous allez prendre le statut d'entreprise ou vous avez déjà le statut d'entreprise et il y aura pas du coup il y aura pas d'histoire de DAO, il y aura pas d'histoire de gouvernance, de participation de la part des utilisateurs au choix des projets ou etc. Il y aura juste un système de vote en fait pour, on va dire, pour mettre des plus, des moins aux business angels qui bossent bien ou qui bossent mal, quoi. On veut vraiment avoir une DAO à terme, enfin, comme beaucoup de projets, mais l'idée c'est que en fait, on veut que pour l'instant, on a une entreprise, mais on veut que notre entreprise, ce soit simplement un prestataire technique qui permet le développement et la communication autour du protocole. Mais après, l'idée, c'est vraiment d'avoir que ça vive de manière décentralisée, donc avec une DAO et potentiellement une fondation en Belgique ou en Suisse. Et l'idée, c'est vraiment que même si notre entreprise fasse faillite, le protocole puisse continuer d'exister et que ce soit complètement indépendant de ça. Parce que c'est un peu un des problèmes des DAO qui sont backés potentiellement par des entreprises classiques, c'est que là, dans le cas où on possède, si c'est notre entreprise qui possède des titres financiers directement, ça pose des gros soucis en cas de faillite de notre entreprise parce que du coup, les utilisateurs n'ont plus, les investisseurs n'ont plus les collatéraux. Il n'y a plus de preuves qu'il y a des collatéraux disponibles. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut travailler aussi juste avec cette levée-là. C'est arriver à décentraliser l'ownership des titres financiers sous-jacents aux tokens qu'on vend en fait, qu'on émet. Mhm. Okay. Je vois bien un avenir où tu as des projets crypto, par exemple, qui viennent chercher des fonds et puis donc ils vont lancer leur private sale. Puis qu'en fait, c'est à la place d'aller chercher des gens qui sont intéressés à investir, ils vont vers un protocole, ils font une proposition sur le protocole en disant voici ce qu'on propose en tant que private sale. Et les gens qui sont actionnaires quelque part ou en tout cas qui possèdent des tokens du protocole peuvent voter et dire oui ou non, on est intéressé à investir dans ce projet. S'il a accepté à ce moment-là, les token holders et ceux qui participent dans le protocole peuvent du coup injecter de l'argent en tant que private sale et que tout ça ce soit géré par une DAO ou bien directement par des smart contracts. C'est vrai que ça a l'air super cool, pour être honnête. Moi, c'est typiquement les raisons pour lesquelles je suis aujourd'hui un petit peu dans le Web3. Donc, ok, j'aime bien. J'avais pas pensé à ça sur cette vision-là. Un peu ce qu'on veut faire, mais c'est vraiment à terme pour le oui, modèle comme ça. Ouais. Mais ouais, il y a moyen de faire des jolies choses. Il y a déjà des espèces de fonds d'investissement qui existent comme ça sous forme de DAO, mais ça reste à petite échelle. Et nous, notre objectif là pour l'instant, c'est plutôt de démocratiser l'accès au venture capital, ce qui fait qu'on peut pas non plus rentrer et faire un round en entier. Mais après, avec le temps et le développement, c'est un peu ce qu'on espère, c'est arriver à développer un sorte de fonds qui permet de financer de l'innovation et des projets de manière décentralisée et sans qu'il y ait besoin de demander à des general partners et qu'ils aient le dernier mot plus ou moins sur un investissement ou non, quoi. Mm-hmm. Ouais, tout à fait, exactement. Pour être honnête, moi j'aurais des questions encore pendant des heures. Hein, pour être honnête, on pourrait jamais s'arrêter. Ça, c'est de toute façon, et puis Doc, il va pas m'aider parce qu'il aura sûrement encore pendant des heures aussi des questions. Donc, par contre, alors, en tout cas, peut-être que je me trompe. Corrigez-moi si c'est le cas, mais en tout cas, donc voilà, j'ai quand même l'impression que vous êtes quand même assez au début de votre projet actuellement. Vous avez déjà sûrement fait pas mal de choses sur l'avancement du côté dev, mais vous êtes maintenant actuellement surtout en recherche de fonds pour pouvoir développer la suite. On a Cartel sur le chat au cas où pour les personnes donc voilà qui sont en train de nous écouter, qui avait partagé juste avant les liens. Si Cartel peut repartager également les liens, donc il y avait le Twitter et le site internet. Est-ce que
il y a d'autres liens qu'on pourrait partager avec la communauté ce soir, ou qu'on peut également mettre dans la description de la vidéo ici, sur YouTube également, qu'on va mettre aussi par la suite, qui sont vraiment importantes pour les gens. Ouais, carrément. Bah, il y a aussi notre Telegram. En fait, on a aussi un Telegram et un Discord, mais c'est le Telegram qui est le plus actif et on partage le plus souvent des updates. Ah bah, il a mis le Twitter et le Telegram en fait, donc my bad. Donc il a mis les plus importants. Yes. Bah, c'est comme vous le savez, hein, tout le monde qui nous écoute, il n'y a pas toujours besoin d'investir dans un projet pour pouvoir le soutenir. Si vous aimez bien le projet mais que vous voulez pas spécialement injecter de l'argent, vous pouvez aussi tout simplement aller sur leur Telegram, aller sur Twitter, mettre un petit follow. Ça soutient déjà énormément. C'est vraiment important souvent pour les jeunes projets. Moi personnellement, en tout cas, pour dire en toute transparence, j'aime beaucoup l'idée. Pour être honnête, c'est quelque chose qui me plaît bien. Je pense on a aujourd'hui la tech, elle existe dans le Web 3 pour pouvoir faire en sorte que les particuliers, les plus petites personnes, si on peut dire ça comme ça, qui ont moins de pouvoir malheureusement à cause du capital, souvent on est encore bloqué sur pas mal d'aspects différents. Realty a pu prouver justement qu'on peut investir dans l'immobilier avec $50. Ça fait maintenant plus de 3 ans qu'ils ont réussi à le prouver. Tout fonctionne plutôt bien. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres produits et d'endroits différents dans le monde d'investissement qu'on peut encore justement donner cette opportunité. Donc moi franchement ça me plaît. Si je peux contribuer ou en tout cas aider avec ma connaissance ou bien en vous mettant en relation avec d'autres partenaires ou d'autres personnes, n'hésitez surtout pas aussi à rentrer en contact. Moi je vais volontiers vous donner un petit coup de main là-dessus. Doc, je vais quand même te laisser aussi la liberté. Si d'un coup tu as encore quelques petites questions importantes, hésite surtout pas. Et puis si la communauté sur le chat vous aimeriez poser aussi une question, n'hésitez surtout pas, on va essayer de prendre aussi les questions. Alors j'en posais une dernière le temps que le chat commence à rédiger les siennes. Une partie que moi j'aime bien savoir, c'est comment vous comptez tirer vos bénéfices. Enfin, du coup, comment vous allez vivre. Parce que là, vous allez avoir une levée de fonds qui va vous permettre de démarrer, etc. Mais par la suite, faut bien qu'il y ait de l'argent qui rentre dans les caisses. Et du coup, par quel procédé vous allez mettre ça en place? Tu peux y aller, Gabin, si tu es là. Vous m'entendez bien? On t'entend. Ouais. En gros, on a plusieurs revenus stream, on va dire. Le principal, c'est en fait qu'on prend une partie de chaque allocation qui va être... donc, on prend 5% sur tous les projets. Et donc, ces revenus vont être redistribués en fait à ceux qui détiennent notre token de gouvernance, comme des dividendes. Et donc, ça, c'est vraiment, on va dire, le revenu principal. Et dans un second temps, on aimerait aussi mettre en place une forme de marché secondaire et pareil, ceux qui ont le token de gouvernance recevront les frais de transaction, on va dire, sur le marché secondaire. Et ça, ce serait le deuxième mode de financement, quoi. Ok. Je sais pas si j'ai été clair. Non, c'est clair. Mais de toute façon, tout ça est également dans le white paper, je suppose. Ouais, j'imagine. Ouais. Magnifique, super. Je sais pas. Je demande. Non, ok, top. Est-ce qu'il y a des documents est-ce que tous les documents sont à jour actuellement pour les personnes également, ou est-ce qu'il y a encore des choses qui doivent être mis à jour? C'est toujours assez important. En fait, notre white paper, enfin, il est à jour, mais il n'est pas encore disponible publiquement. On attend de clôturer notre première levée de fonds. Après, on a une vidéo démo qu'on a dû transmettre sur le Telegram, enfin on pourra la remettre. Donc qui montre un peu le produit et un peu la démo, enfin du coup le produit minimal qu'on a construit en janvier et février, quoi, assez rapidement. Et au moins ça donne une idée aussi même du workflow, notamment comment ça se passe d'investir. Il n'y a pas encore toute la gestion des démos, mais il y a au moins la première partie d'accepter une offre, recevoir ses tokens, pouvoir les claim, pouvoir les burn à la fin pour récupérer sa plus-value. Et ça donne un peu une idée un peu globale du produit. Et après, on n'a pas encore de documents, notamment un light paper qu'on voulait release plus tôt que le white paper, mais c'est pas encore fait. Normalement, on devrait release le white paper bientôt, j'espère. Ok, je pense que en tout cas, moi je me réjouis de pouvoir le voir. Je pense que c'est toujours très important pour les gens aussi. Et puis voilà, top, magnifique.
Doc, est-ce que tu as une dernière chose de ton côté? Sinon, alors on n'a pas spécialement beaucoup de questions, enfin on n'a pas beaucoup de questions, il y a eu Lolo avant, mais on n'a pas de questions sur le chat actuellement. Attends, je vais motiver les troupes. J'offre... Allez, Ouais, voilà. 0,1 LTC au premier qui balance une bonne question. Attention, attention, il y aura beaucoup de questions. C'est pas une question, Bibiane. Comment ça va? Heureusement que tu as dit une bonne question, hein, parce que sinon on aurait pu passer encore un très long moment. Mais bon, on n'a malheureusement pas énormément de personnes avec nous ce soir. Je pense qu'apparemment il y avait la présidentielle. C'est possible ce soir? Ouais. Honnêtement, je l'ai appris tout à l'heure en fait. Bah moi aussi en fait. Tu fais ça pendant le débat? Ah ouais, ouais. On voit mon intéressement au sujet. Ouais, exactement. On est deux, t'inquiète. Mais voilà, donc je l'ai appris avant, donc je pense que c'est aussi pour ça. Mais de toute façon, on aura, comme j'ai dit, hein, donc la vidéo sera également après publiée aussi sur YouTube. Donc on aura aussi peut-être des questions dans les commentaires par là-bas. Pour les personnes qui veulent revoir la vidéo complète, naturellement sur Twitch, ça reste pendant 60 jours. Et puis après, de toute façon, ce sera aussi possible sur YouTube. Je vais essayer également, si tu pourras me passer la vidéo, je la reposterai aussi sur mes différents réseaux. Et puis on n'hésitera pas à vous balancer un petit peu les questions et vous donner un peu de visu, quoi. Magnifique, super. Trop bien. Je regarde juste du coup s'il y avait une question au moins intéressante ou pas. Alors ça c'est pas intéressant. Pour les dates de déploiement, est-ce qu'il y a des dates de coup de prévues un tout petit peu? Donc par rapport au deployment, ouais, normalement c'est 15 jours après qu'on ait close notre fundraising. En fait, le proto est vraiment prêt. Ce qui nous manque, c'est faire un petit audit et juste le déployer. Là, on l'a déployé sur un testnet et c'est fonctionnel. Donc c'est juste question sécurité plus coût de l'audit. Et après, c'est live. En fait, on a aussi le premier deal, donc on attend vraiment juste plus que clôturer le fundraising pour faire tout ça et on peut lancer le premier deal. Ok, magnifique. Et donc, j'ai déjà posé la question pour le white paper, mais est-ce que ce sera pour donner un tout petit peu une idée aux gens? Est-ce que c'est peut-être durant le mois de mai qu'on va pouvoir le voir? Magnifique. Ok, c'est super. J'aime pas spécialement souvent demander des dates parce que c'est jamais simple de donner une date précise, qu'on soit d'accord. Mais si on sait que c'est à peu près pour le mois de mai, c'est vraiment cool. Magnifique. Est-ce que il y a même Jamel qui a posé la question, est-ce qu'il faut participer au testnet? Ouais. C'est là où justement je pense qu'avec Doc il avait une très bonne question, justement si vous donnez l'opportunité aux gens de participer, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des gens, ils sont prêts à donner un coup de main là-dessus. Donc ouais. C'est vrai que c'est une super idée parce que même pour pouvoir tester le produit, parce que nous pour l'instant on a testé le produit, on l'a fait tester à quelques personnes, donc sur nos navigateurs personnels avec MetaMask ou avec nos wallets, etc. C'est assez spécifique. Mais c'est vrai que ça pourrait être cool de faire ça sur un testnet et bien sûr de reward les utilisateurs en token vu que c'est un besoin en fait et ce serait vraiment pas mal de pouvoir le tester avant même le launch. Donc on va probablement y réfléchir pour pouvoir tester ça et aussi avoir des feedbacks purement en produit avec les gens en plus des feedbacks fonctionnels. Donc merci pour le conseil, ça va être cool. Magnifique, c'est top. Je pense qu'une des choses importantes à faire aussi, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une bonne bande passante et un bon internet chez Gabin. Ça va lui faire du bien. Je me permets de le dire parce qu'il est pas là. Il va peut-être le revoir sur le Rediff. Voilà, il nous a rejoint. Hop, voilà. Magnifique. Il y a Doc qui vient de dire une connerie sur toi, Gabin. Désolé pour la connexion. Elle abandonne. Je t'ai pas entendu. Non, c'était une petite bêtise sur ton internet. Mais on a quand même pu t'entendre ce soir. C'est vrai qu'il y a juste eu quelques petites coupures, mais en tout cas c'était quand même vraiment cool de pouvoir voir aussi les deux personnes qui sont derrière le projet. Vraiment merci beaucoup d'avoir passé du temps aussi avec nous ce soir. Doc, merci infiniment à toi surtout, parce que sachez pour toutes les personnes qui nous écoutent ou bien qui ont également écouté l'interview, c'est grâce à Doc du coup aujourd'hui qu'on a cette interview. De temps en temps, il essaye de pouvoir donner l'opportunité à des projets sur lesquels il arrive à découvrir sur Internet de son côté, de faire une petite interview aussi sur Cryptologic. Donc un grand merci à toi, vraiment super cool. Tu sais que c'est toujours un plaisir de t'apporter des projets de qualité, quoi. Magnifique, c'est top. En tout cas, je me réjouis de voir vraiment la suite, parce que comme j'ai dit, l'idée est vraiment top. Moi, j'aime beaucoup
Ça fait 5 ans que je vois des projets, donc je dois quand même avouer que j'aime bien voir quelque chose d'un petit peu plus établi, pour être honnête. Ça veut rien dire sur le projet, qu'on soit bien d'accord, mais c'est pour ça que je me réjouis de voir les prochains mois en tout cas, et de voir l'avancement. Et puis vous êtes de toute façon également le bienvenu pour revenir sur Cryptologique une fois qu'il y aura plus d'avancement après les levées de fonds aussi, une fois que tout fonctionne par exemple, pour qu'on puisse faire une deuxième interview ensemble, puis de regarder un tout petit peu l'avancement du projet, en espérant que ce sera du coup positif sur ce côté-là. Ouais, carrément, ce sera avec plaisir de revenir une fois qu'on a fait les quelques premiers deals et de pouvoir aussi avoir des feedbacks en plus et rediscuter de tout ça. Et en tout cas, bah, merci de nous avoir accueillis ce soir. C'était aussi top d'avoir vos feedbacks et rien que de voir vos points de vue un peu et vos questionnements. C'est super intéressant pour nous. Ça nous permet vraiment de voir un peu quels sont les aspects qu'on a à expliquer le plus, et notamment même dans le white paper potentiellement et dans le light paper, quelles sont des questions critiques un peu qu'il faut balayer dès le début, parce que c'est les premières interrogations que les gens ont, donc c'est super intéressant. Je pense que tu pourras toujours compter sur Doc, qui va toujours être très franc. Pour moi-même aussi, on est en général très franc sur les projets, puis on essaie vraiment de poser des bonnes questions. Donc, hésite pas aussi à nous poser des questions, même si c'est en privé, on répondra toujours honnêtement. Et puis voilà. Petit dernier mot, Doc, ou c'est tout bon de ton côté? Bah écoute, tu me connais, hein, on va y rester la nuit. Donc on va rester sur les remerciements. En tout cas, je trouve que par rapport voilà, vous savez que moi je suis transparent entre ma commu, vous m'aviez présenté le projet de ça, donc brièvement au travers d'un call il y a de ça quelques temps. Je trouve que ça s'est affiné déjà, il y a déjà eu du progrès, donc bon, après je pense que beaucoup de personnes, comme l'a dit Anto, hein, vous êtes encore au début. Je pense que c'est encore normal de réfléchir, et vaut mieux des fois prendre son temps de réfléchir que de foncer tête baissée et de prendre de mauvaises décisions. Donc vous avez tout mon soutien pour continuer, parce que honnêtement le projet, moi je le trouve bien. Je pense qu'il y a moyen de percer dans quelque chose, et accrochez-vous, parce que la route elle va pas être facile. Je pense que vous avez choisi un gros challenge, et donc continuez comme ça, et puis tenez-nous au courant, quoi. On se fera un plaisir de partager les infos de vos évolutions, quoi. C'est exactement ça. Merci pour le soutien, et ouais, on va continuer, hein, et on vous tiendra au courant. Carrément. La classe, super. Bon, alors sur ce, Arthur, Gabin, Doc, tout le monde, moi je vous souhaite une excellente soirée, profitez bien, et puis j'espère vous revoir tout bientôt. Et puis merci beaucoup d'être passé ce soir. Super. Ça marche. Ciao, ciao, ciao. Ciao tout le monde. Bye bye.